Cool, les troisièmes. Alors, une nouvelle séquence sur la Première Guerre mondiale. Hein, je vous ai prévenu, c'est votre programme. Après la Première Guerre, après la Deuxième Guerre, la Première. Oui, je sais, c'est pas dans l'ordre. Donc, celle qu'on appelait la Grande Guerre, de 1914 à 1918. Hein, je vous rappelle, cette guerre des poilus, des tranchées. Hein, pas confondre avec la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Vichy, de l'occupation d'Asie. Alors, donc cette Première Guerre mondiale a complètement bouleversé la société. Elle a donné lieu à de nombreuses œuvres littéraires ou picturales, hein, tableaux, récits. Alors, dans les plus connus, on a un recueil de lettres du front qui s'appelle Paroles de poilu, dont je vous lirai quelques passages prochainement, ou également Ceux de Verdun, qui est un petit recueil de différents textes qui évoquent les conditions de vie des soldats au front. Alors, ces récits sont des témoignages à la fois historiques, humains, et aussi une dénonciation de l'horreur au quotidien. C'est donc de la littérature engagée, hein, une littérature qui donne son avis, qui dénonce, qui prend parti sur des faits de société. Donc ça s'appelle l'engagement en littérature. Donc je ne vais pas vous refaire le cours d'histoire. Vous savez que lors de cette guerre, la plupart des hommes jeunes et en bonne santé sont morts au front, qu'ensuite il ne restait soit que des personnes blessés, amputés, diminués, mais très très peu d'hommes valides, et que aussi à ce moment-là, les femmes ont pris une plus grande importance dans la société puisqu'elles ont dû remplacer les hommes à l'arrière et donc se mettre à travailler au champ, dans les usines, à la place des hommes qui étaient partis. Alors, ça c'est le petit couplet féministe en passant. Alors, on va lire un premier texte, page 158-159, tiré du livre 14 de Jean Echenoz. Alors, ce texte s'intitule « Un opéra sordide et puant ». Dès le début de la matinée ce jour-là, un bombardement très brutal a commencé. L'ennemi a d'abord envoyé des obus de gros calibre, exclusivement 170 et 245 bien ajustés, qui labouraient les lignes en profondeur, créant des éboulements pour ensevelir les hommes valides et les blessés, vite étouffés sous les avalanches de terre. Antime a manqué de rester dans un trou qui s'effondrait après la chute d'une bombe, échappant à des centaines de balles à moins d'1 mètre de lui, à des dizaines d'obus dans un rayon de 50. Tressautant sans méthode sous la grêle, il a vu un instant sa fin, quand un percutant est tombé encore plus près de lui, dans une brèche de tranchée comblée par des sacs de terre, dont un, éventré puis projeté par l'impact, l'a presque assommé tout en le protégeant par chance des éclats. Le jour tombait cependant, qu'on ne voyait d'ailleurs pas tomber dans ce désordre, et au moment de sa chute, un calme relatif apparut se rétablir un moment. Il semblait néanmoins qu'on désirât conclure par un dernier déferlement, un final de feu d'artifice, car une canonnade gigantesque a repris. Le lendemain matin, ça n'a plus eu de cesse encore, dans le perpétuel tonnerre polyphonique sous le grand froid confirmé. Canons tenant en basse continue, obus fusants et percutants de tout calibre, balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent selon leur trajectoire. Mitrailleuses, grenades et lance-flammes, la menaçaient partout. D'en haut sous les avions et les tirs d'obusiers, d'en face avec l'artillerie adverse et même d'en bas, qu'en croyant profiter d'un moment d'accalmie au fond de la tranchée où l'on tente de dormir, on entend l'ennemi piocher sourdement au-dessous de cette tranchée même, au-dessous de soi-même, creusant des tunnels où il va disposer des mines afin de l'anéantir et soi-même avec. On s'accroche à son fusil, à son couteau dont le métal oxydé, terni, bruni par les gaz, ne luit plus qu'à peine, sous l'éclat gelé des fusées éclairantes, dans l'air empesté par les chevaux décomposés, la putréfaction des hommes tombés. Tout cela ayant été décrit 1000 fois peut-être, n'est-il pas la peine de s'attarder encore sur cet opéra sordide et puant. Alors, je vous demanderai de relire le texte et de répondre aux questions 1, 3 et 5, page 160. Non, je me suis trompée de ligne, pardon. De répondre aux questions 2 et 3, page 159, en vous rappelant que le mot sens signifie les 5 sens, à savoir le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Alors, je vous rappelle que pour les conditions de vie de ces soldats, il y avait des choses vraiment dangereuses. Alors, notamment la boue, qui pouvait être un ennemi inattendu, mais pour autant un ennemi terrible, puisqu'effectivement, quand il pleuvait beaucoup dans les tranchées, la boue devenait complètement envahissante et pouvait tuer littéralement lors des combats. Alors, je vous lis un passage qui s'intitule « La boue » qui est tiré de La main coupée de Blaise Cendrars.
Nous étions remontés en ligne devant Herbécourt, dans la clanchée Clara, où tout l'héroïsme consistait à résister 4 jours à la succion de la boue qui faisait ventouse par en bas. Cette tranchée était une position allemande qui avait été prise et reprise je ne sais combien de fois le mois précédent, et si nous l'occupions, ce n'était peut-être que provisoirement. Pour un sale coin, c'était un sale coin, un lac de bouillasse d'où émergeaient des tas de boue qui s'arrondissaient en forme de croûte molle et boursouflée, que crevaient les obus qui faisaient jaillir des geysers giclants, épais, à différentes hauteurs. Le trou des entonnoirs se remplissant lentement, mais inexorablement, d'une eau lourde et crayeuse. Dans ce magma, les hommes glissaient, sautaient, nageaient, étaient plus souvent sur le dos ou sur le ventre que sur pied, et comme des naufragés vidés dans un lagon, allaient munis d'une grosse canne ou d'un bâton, pataugeaient, s'enlisaient, perdaient le fond, plongeaient dans la flotte jusqu'au menton, se cramponnaient à des pieux ou à des bouts de planches coincés entre deux mondicules bavants, ou fichaient de travers le long des parois glissantes, comme les échelons d'une échelle démontibulée, dont les deux bouts eussent été engloutis. Et les hommes se sentaient perdus et restaient cramponnés à leurs misérables appuis, comme suspendus au bord du gouffre qui digérait tout ce qui y tombait. Et si l'immonde bouillasse ne montait pas jusqu'à leur instable appui, pour leur faire lâcher prise à la longue, on voyait dans leurs yeux monter l'horreur et la détresse, au fur et à mesure qu'ils prenaient conscience de leur situation et sentaient grandir leur faiblesse. Nous faisions corps avec des chasseurs à cheval, mis à pied faute de monture, et qui venaient avec nous comme renfort. L'effectif des escouades étant réduit et allant chaque jour s'amenuisant à la suite des évacuations de plus en plus nombreuses, vu les pieds gelés, les bronchites, les pneumonies, les rhumatismes, les conjonctivites, les maux de dents et autres séquelles dues aux misères de ce premier hiver de guerre. Et c'est dans la tranchée Clara que j'ai vu un de ces maladroits cavaliers, gênés qu'ils étaient dans leurs mouvements, par leurs casquettes militaires, leurs éperons et leurs grands sables, leurs manteaux de cavalerie à pèlerine, être lentement aspiré et disparaître dans le fond sans que nous puissions le tirer de là. Nous étions bien 10 à l'entourer, à lui tendre la main, des perches ou nos fusils, à lui donner des bons conseils pour se dépêtrer, lui criant surtout de ne pas bouger, car il s'enfonçait chaque mouvement qu'il faisait, à lui placer des bouts de bois sous les bras, essayant de faire levier avec une grosse tige de fer, sans arriver à l'arracher, même au risque de lui défoncer la poitrine ou de lui faire sauter les omoplates, tant nos manœuvres se faisaient brusques dans notre désarroi. Ces housseaux faisaient succion, l'ignoble ventouse, ayant raison de nous, le malheureux. Et donc l'homme est mort, enseveli par la boue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.